Salut tout le monde, je suis super ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, d'autant plus que je vais vous parler de mes dernières lectures, ce que je n'avais pas fait depuis un moment, tout comme je n'avais pas été très présent ces derniers temps sur la chaîne, puisque j'ai publié des vidéos de façon assez irrégulière. J'en suis désolé, mais j'ai eu plein de trucs personnels, professionnels, scolaires et tout qui m'ont pris énormément de temps. En plus ces derniers jours il faisait super chaud, donc c'était encore pire pour tourner une vidéo, mais miracle, j'ai trouvé du temps. Miracle, il fait moins chaud, même si ça c'était avant que je sois devant mes projecteurs et que ça donne chaud, donc si je suis un peu luisant c'est normal. J'espère que la vidéo vous plaira et n'hésitez pas à réagir à celle-ci en commentaire ou sur les réseaux sociaux pour qu'on parle de mes lectures ou encore des vôtres. Commençons tout de suite par la seule BD que j'ai lue ces derniers temps. Il faudrait vraiment que je me remette à la BD. Alors je sais plus quand je l'ai lue, donc c'est pour ça que je commence par celle-ci. C'est le tome 15 de Tamara qui s'appelle #grosse, que j'ai gagné sur le compte Instagram de Pineapple Books. Donc c'est super cool, merci à elle d'avoir organisé ce concours. Voilà, moi Tamara, c'est une série de BD que j'ai suivie de façon assez irrégulière. Donc je suis pas un grand fan non plus. Mais là j'avoue que ce tome 15, même si j'avais pas lu les précédents, m'a vraiment beaucoup déçu. Les dessins sont sympas, ils ont bien évolué, ils sont cool, après ils sont pas super originaux. Par contre le scénario je l'ai trouvé ennuyant, les gags ne sont même pas drôles. Ça m'a vraiment pas plus passionné que ça, enfin ça m'a entraîné parce que c'est une histoire qui marche bien et voilà, ça se suit. Par contre j'ai pas du tout été intéressé par cette histoire et même le message en lui-même. Voilà, c'est un beau message de dire on est grosse mais on est quand même belle, ça ok, y a pas de souci. Par contre il est transmis de façon un peu lourdingue et surtout finalement ok, je suis grosse mais je suis belle, mais est-ce que je suis grosse mais je suis belle parce que je fais mannequin pour une marque de vêtements XXL? Est-ce que je pourrais pas être grosse et belle et faire mannequin pour une marque de vêtements tout court? Ou est-ce que je pourrais pas être grosse et belle mais pas être mannequin? Enfin voilà, moi je trouve ça soulève quand même des questions. Après c'est que je chipote un peu, mais franchement passez votre chemin sur ce tome 15 quoi. Revenez plutôt au premier gag qui était très très cool. Pour passer au roman, j'ai lu et relu, j'ai relu le tome 1 de la Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld qui est publié chez Robert Laffont, et j'ai lu le tome 2 enfin. Voilà, le tome 1 c'était pour relire le tome 2, et c'est aussi parce que je vais vous parler de ce livre dans une prochaine vidéo sur un sujet assez particulier, donc je vais pas trop développer là-dessus. Je tiens quand même à préciser que le tome 1 m'a énormément plu, j'ai retrouvé avec un immense plaisir, peut-être encore plus que la première fois, la série de Karina Rosenfeld. Tout d'abord parce que je trouve que c'est superbement écrit, ensuite parce que c'est hyper addictif, mais aussi parce que c'est un univers très original et très intéressant. La Symphonie des Abysses c'est une dystopie, on est sur un atoll qui s'appelle le Cercle, mais dans cet îlot il y a plusieurs villages qu'on va découvrir petit à petit dans la saga, qui ont des règles très strictes envers leur population. Donc le premier personnage qu'on suit, c'est Abrielle, si je ne me trompe pas, est-ce que j'ai inventé ce nom, qui vit dans un village où la musique est interdite, alors qu'elle a envie de chanter, a envie d'entendre la nature chanter, a envie d'entendre de la musique. Et les deuxièmes personnages qu'on va suivre dans le tome 1, on en découvrira d'autres dans le deuxième tome. C'est Sa et Ka qui sont deux personnages neutres, ils sont nés neutres, ils ne sont ni filles ni garçons. Et au moment de leurs 18 ans, ils vont devoir choisir s'ils vont devenir une fille ou un garçon. Mais c'est également un village où l'amour et tout contact physique sont interdits alors qu'eux s'aiment profondément. Je trouve que c'est un livre et donc une série qui transmet beaucoup d'émotions mais aussi beaucoup de messages très intéressants, notamment du côté de Sa et Ka. Et tout ça, toute cette réflexion autour de l'amour, autour du genre, autour de est-ce qu'on peut aimer quelqu'un d'autre alors que c'est ni une fille ou un garçon? Est-ce qu'une fois que ce sera une fille ou un garçon, on l'aimera toujours? Est-ce que l'amour transcende les corps, le genre, le sexe et ainsi de suite? Voilà, c'est des questions qui sont amenées avec beaucoup d'intelligence. J'ai trouvé beaucoup de finesse, une grande justesse dans ce que ressentent les personnages. Je trouve que c'est vraiment un roman super bien écrit de ce côté-là, et c'est notamment pour ça que je l'adore. Je dois avouer que le tome 2, même si j'étais très excitée de découvrir de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux personnages, de découvrir la fin qui est vraiment très enthousiasmante, très belle, pleine de poésie, très inventive aussi et pas du tout attendue. Voilà, malgré tous ces points qui sont dans la continuité du tome 1, malgré l'écriture toujours belle, je trouve que des fois, d'une part, c'était un peu long, peut-être qu'il aurait fallu trouver une autre solution pour que ce soit pas sur 2 tomes, ou en tout cas que ce tome 2 soit plus court. Et ensuite, je trouve que l'écriture de Karina Rosenfeld était parfois peut-être un peu exagérée dans le lyrisme, elle m'a moins touché que le premier tome. Donc voilà, ce deuxième tome n'est pour moi pas à la hauteur du premier, mais c'est quand même une très belle saga en 2 tomes que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait.
Un autre livre que j'ai lu et dont je vais également vous reparler bientôt, c'est Je suis qui je suis de Catherine Griff, qui est publié dans la collection Dos à dos du Rouergue. Alors là, c'est l'histoire de Raph. On ne sait pas au début du livre si c'est une fille ou un garçon. C'est justement un personnage que tout le monde prend pour un garçon. Alors la question c'est justement, est-ce que c'est bien et bien un garçon ou est-ce que c'est une fille? Et ce personnage-là a un gros chagrin, comme il le dit dès le début du roman, et le personnage, hein, je ne vous spoile pas, il ne sait pas d'où vient ce chagrin. Donc le roman, très court, c'est autour de cette interrogation, mais c'est aussi autour d'aventures du quotidien de Raph. Et pour moi, le plus gros point fort du livre, c'est que c'est écrit avec une sensibilité que j'ai trouvée vraiment très touchante. On est à fleur de peau des sentiments du personnage. Ça oscille entre un simple bonheur quotidien et entre ce gros chagrin. C'est vraiment sur une ligne de mélancolie que j'ai trouvé maîtrisée à la perfection, et ça j'ai adoré parce que ça m'a beaucoup ému sans que ce ne soit trop, sans que ce ne soit exagéré. Bon, l'histoire n'a rien d'exceptionnel, mais je l'ai trouvé bien menée. Par contre, la fin, on pourra y revenir dans une autre vidéo je pense, je l'ai trouvée très décevante. Je trouvais qu'elle apportait une explication au livre, à ce chagrin, au personnage, etc. qui était très grossière, qui m'a pas du tout touché. Après c'est peut-être très personnel, donc si vous l'avez lu n'hésitez pas à m'en parler, mais moi ça m'a vraiment déçu. J'ai enchaîné avec un livre beaucoup plus gros et pas du tout sur le même registre qui s'appelle Un truc comme un biscuit craquant. On suit le personnage d'une adolescente qui s'appelle Ruby, et au début du livre, donc du premier tome qui est dans cette espèce d'intégrale, il lui est arrivé plein de malheurs. Elle a perdu tous ses amis, elle a perdu son petit ami, elle est devenue une lépreuse, ouais c'est ça, une lépreuse du lycée comme elle le dit. Et voilà, on va découvrir petit à petit ce qui s'est passé, les sentiments du personnage. Le roman lui-même, l'histoire, le personnage, tout ça n'a rien de bien original. Par contre, c'est un livre d'une grande fraîcheur. Tout d'abord dans le style, parce que je trouve que c'est raconté avec beaucoup de vivacité, beaucoup d'humour, et je me suis beaucoup attachée, contrairement à ce que je m'attendais au personnage de Ruby. Et puis je trouve que l'auteur arrive quand même à bousculer quelques clichés sur les adolescents, ou sur ce personnage féminin de Ruby, ou sur les relations entre les adolescents, et qu'elle atteint en bousculant ces quelques clichés tout en restant dans quelque chose d'un peu déjà vu et de finalement juste. Elle atteint une sorte de réalisme que j'ai trouvé assez fort et très drôle, très amusant, parce que ça reste toujours sur un ton humoristique et léger. C'est frais, c'est léger, c'est divertissant, c'est vraiment sympa à lire, ça se lit assez vite malgré le fait qu'il y ait beaucoup de pages. Je pense que c'est un très bon roman de plage et j'ai pris du plaisir à le lire. Alors je suis désolé, mais à cause de moi et surtout à cause de l'auteur de ce livre, vous allez avoir une chanson des années 2000 dans la tête pendant très longtemps. Moi ça a duré au moins 2 semaines. J'ai lu Viser la lune d'Anne-Fleur Multon qui est publié chez Pulp Fiction. C'est une nouvelle maison d'édition, Pulp Fiction, je crois que je l'ai mal dit. Et ce roman c'est le premier tome d'une série qui s'appelle Allo sorcière. Ensuite, l'histoire de quelques jeunes filles dont j'ai oublié les prénoms bien entendu parce que vous savez que je n'ai aucune mémoire en termes de prénoms de personnages. On suit l'histoire de ces 4 jeunes filles qui se rencontrent en fait sur Twitter parce qu'elles se soutiennent face à un hater qui est en train de démonter leur série télévisée préférée. Et elles vont mener à distance, parce qu'elles habitent aux 4 coins du monde, une amitié phénoménale qui va les lier au-delà de tout ce qu'elles pouvaient imaginer. Il y a énormément de choses qui se passent, énormément de choses qui leur arrivent. Peut-être parfois trop parce que tout se bouscule et ça va super vite et on a du mal à respirer entre toutes les péripéties. Mais en même temps c'est ça qui fait le dynamisme du roman, c'est ça qui fait le ton du roman, parce que tout va vite, tout est plein d'une énergie, d'un dynamisme, d'une vivacité que j'ai trouvé super enthousiasmante. Et le roman en lui-même dégage une espèce de joie de vivre et de girl power qui mettent la banane, qui mettent la pêche. Et puis le fait que tout aille vite justement, je continue un peu sur ça parce que ça me permet de dérouler pas mal de choses sur mon avis sur ce roman. Je trouve que ça permettait aussi à l'auteur d'avoir un fil narratif justement original, dans le sens où elle n'hésitait pas à faire de grosses ellipses dans son histoire, à sauter d'un coup plusieurs mois sans que ça ne perturbe le lecteur, parce qu'on continue à suivre l'histoire sans qu'elle ne se perde dans raconter le quotidien ou dans raconter des choses qui seraient finalement inutiles pour l'histoire. Et ça donne un rythme à l'histoire qui est vraiment beaucoup plus poussé, beaucoup plus original et beaucoup plus passionnant pour le lecteur. Un premier roman vraiment prometteur, le début d'une série qui a l'air très cool.
C'est une lecture pleine de couleurs et pleine de lumière que je vous recommande vivement. Ensuite, avant, pendant et après mon voyage à Amsterdam, j'ai décidé de relire Nos étoiles contraires de John Green que j'avais lu il y a quelques années et que je tenais vraiment à relire à l'occasion de ce voyage, dont j'ai publié un vlog sur la chaîne il y a 2 semaines que j'espère que vous avez vu, mais sinon vous pouvez toujours le voir. Je crois que j'avais oublié à quel point ce livre est juste génial et je pense même qu'il m'a encore plus marqué qu'à la première lecture. Tout le monde connaît sans doute l'histoire de ce roman, une histoire d'amour entre Hazel et Augustus qui ont tous les deux le cancer mais qui s'aiment malgré ce danger de mort qui plane finalement sur eux constamment. Mais je tiens vraiment à dire pour ceux qui n'auraient pas encore sauté le pas que c'est une histoire très belle, très émouvante, il me semble très honnête sur ce que peut être une histoire d'amour alors qu'on a le cancer, qui fait pas, il me semble, de faux semblants sur ce que c'est que la mort, la dépression et tout ce que peut entraîner ces choses terribles qui arrivent à des adolescents. Et malgré le fait que ça aborde des thèmes difficiles, que ce soit très émouvant, voire bouleversant, ça reste un roman plein de lumière, plein d'humour, pour lequel on sourit beaucoup. On a des personnages qui se battent pour vivre, qui disent que la vie est belle malgré tout, et qui profitent des instants que la vie peut leur offrir, alors qu'ils n'en auront que peu. Hazel dit d'ailleurs à Augustus à un moment du livre « Tu m'as offert une infinité dans un nombre limité de jours ». Et en plus de ça, parce que s'il n'avait pas que toutes ces qualités, ce serait pas drôle, c'est super bien écrit, c'est limpide, fluide et addictif, c'est intelligent, c'est intéressant, c'est vraiment un super cocktail d'émotions, d'idées, de réflexions qui ne peut pas laisser un lecteur indifférent et que je vous recommande encore et encore, même si, pour moi, le meilleur livre de John Green reste Qui es-tu Alaska. Je vais finir par 2 livres de la rentrée littéraire qui sortent donc en août ou en septembre, dont je pense je vous reparlerai, mais commençons par Neverland de Timothée de Fontbelle qui va paraître aux éditions de l'Iconoclaste le 30 août prochain. Timothée de Fontbelle, avec ce livre, fait son entrée dans la littérature des grands, d'une certaine façon, même si beaucoup d'adultes lisaient déjà ses romans pour enfants. Mais on est aussi dans un texte qui est beaucoup plus intime que les romans qu'il a l'habitude d'écrire. Ça reste un roman, ça reste d'une certaine façon une fiction, mais il va aussi un peu dans l'autobiographie et dans l'intimité de l'auteur qu'il est, parce qu'il va raconter la façon dont il est parti en quête de l'enfance. Alors, il va le faire à la façon de Timothée de Fontbelle, c'est-à-dire avec des aventures, avec la nature, avec un peu de contes et un peu de rêves, mais c'est quand même un texte clairement autobiographique où il raconte des souvenirs, où il raconte ses émotions personnelles et la façon dont il a essayé de capturer l'enfance. C'est presque gênant d'entrer dans cette intimité de l'auteur et on a un peu l'impression d'entrer dans ce livre à pas de loup, de peur de déranger l'auteur qui justement nous livre là ses sentiments et ses sentiments d'adulte face à l'enfance qui est déjà loin. C'est un livre très émouvant aussi sur justement l'enfance et le passage de l'enfance à l'âge adulte, avec des phrases et des choses qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai trouvé très très belles, et j'ai noté beaucoup de citations dans ce livre. J'ai encore du mal à savoir à quel point je l'aimais parce que justement il y a ce côté intime, et puis il y a ce côté, c'est pas exactement le Timothée de Fontbelle qu'on connaît, mais je pense aussi qu'on a finalement tous encore un pas dans l'enfance, et c'est pour ça que ce petit texte peut toucher tout le monde, et j'espère qu'il vous plaira autant qu'il a pu me plaire, et j'espère que vous le lirez parce que c'est un texte essentiel, il me semble, pour parler de l'enfance. Je ne suis pas le premier à être parti un matin en chasse de l'enfance. Les rois mages, les ogres, les loups des contes des fées, les soldats du roi Hérode, ceux des reines stériles, les raconteurs d'histoires, les poètes et tous les capitaines crochets du monde, poursuivis par le tic-tac du temps. Ils cherchaient. Chacun avait des intentions différentes. L'enfance était pour eux un remords, une menace, une proie, un élixir, peu importe. Mais leur piste croisait la mienne, et dans la proximité de ces chasseurs, dont je vois parfois les feux de camp éteints en traversant une clairière, je reconnais la quête qui me réveille en sursaut au milieu de la nuit. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est encore le nouveau roman d'une très grande auteure de la littérature jeunesse, sauf qu'elle reste pour le moment dans la littérature jeunesse, avec L'aube sera grandiose. Il s'agit du nouveau roman d'Anne-Laure Bondoux qui sortira le 21 septembre. Pour moi, c'est une fois de plus une très belle histoire, très poétique. Le titre et la couverture en attestent déjà, sur la transmission d'une mère à sa fille. Une mère emmène sa fille près d'une cabane, dans une cabane près d'un lac, pardon, et elle va lui raconter petit à petit l'histoire de sa vie, des secrets
des aventures, des choses qui se sont tues et qui peuvent enfin être révélées au grand jour pour différentes raisons. C'est une très très belle histoire de transmission, d'héritage, de passage de génération à génération. C'est une très belle histoire de vie. Par contre, je dois dire que j'ai été un peu déçu par rapport aux attentes que j'en avais. Et c'est forcé parce que les derniers livres que j'ai lus d'Alain Bondou, c'est La Princietta et Capitaine, qui est l'un de ses premiers romans qui m'a énormément plu. Ça a été un de mes livres préférés de 2016. Et Tant que nous sommes vivants, qui a juste été un énorme coup de cœur. Là, pour moi, j'ai trouvé les personnages, la mère et la fille, un peu agaçants. J'ai trouvé l'histoire belle et prenante, mais parfois un peu plus maladroite que les autres histoires que j'ai lues d'elle. J'ai trouvé l'ensemble très poétique, mais peut-être moins émouvant que ses précédents romans. Donc voilà, je suis un peu déçu par rapport à mes attentes, mais c'est aussi parce que j'avais des attentes très hautes, et ça reste selon moi une très belle histoire dont je vous reparlerai sans doute, comme je l'ai déjà dit. En fait, je crois que si je ne devais en retenir que 3 parmi toutes ces dernières lectures, ce serait le premier tome de la Symphonie des Abysses, pour sa justesse et son émotion. Nos étoiles contraires de John Green, bien entendu, parce que c'est un grand livre. Et le nouveau Timothée de Fontbelle, en toute objectivité, parce que c'est un texte important, touchant et très très fort. Et vous, quelles sont vos dernières lectures? Quels sont les derniers livres qui vous ont fait vibrer? N'hésitez pas à le partager avec moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux, comme j'ai déjà pu vous le dire. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos que j'espère plus régulières. J'ai aussi des vidéos dans mes dossiers que j'ai pas encore sortis, donc ce sera peut-être des vidéos un peu anciennes qui vont ressortir. Mais j'espère que tout ça va vous plaire. On se retrouve très très bientôt ici sur les réseaux sociaux ou peut-être sur le blog, qui sait. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et surtout, portez-vous bien.